Bonsoir à tous, ce soir je reçois Arnaud Kertamon pour nous parler des dynasties égyptiennes et de l'Égypte antique, vraiment de l'histoire, de l'évolution de l'histoire de l'Égypte antique. Et vous allez voir, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Bonjour Arnaud. Bonjour. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et quel est ton rôle, quelle est ta fonction au sein du Musée royal de Marimont? Alors, je m'appelle Arnaud Kertamon, je suis conservateur des antiquités égyptiennes et proche-orientales à Marimont, donc. Alors, mon rôle, il est multiple. Tout d'abord, j'ai vraiment un rôle de garant de patrimoine. Donc, mon rôle, c'est de veiller à la protection des antiquités qui viennent d'Égypte et du Proche-Orient qui sont conservées à Marimont. L'idée générale, ce serait que la personne qui va me succéder quand je serai retraité reçoive en gestion une collection dans un état, si pas aussi bon qu'actuellement, presque meilleur. Donc de m'assurer vraiment que les objets soient conservés dans le meilleur état possible pour les générations futures. Une autre partie de mon métier, c'est d'étudier ces objets ou de les faire étudier en nouant des partenariats avec la communauté scientifique nationale et internationale. Mais également, et là c'est vraiment l'une des parties les plus importantes de mon métier, c'est de transmettre, c'est de communiquer ces objets envers le grand public par le biais d'expositions dans le parcours de référence du musée, hein, donc ce qu'on appelle les collections permanentes, ou via des expositions temporaires, en donnant des conférences, ou par le biais d'interviews comme celle de ce soir par exemple. D'accord. D'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Pour commencer, lorsqu'on parle de l'Égypte antique, de quelle période exactement parle-t-on, donc de l'Antiquité, mais si on voulait la positionner sur une ligne du temps, quand commence-t-elle et quand se termine-t-elle exactement? Alors actuellement, quand on parle de l'Égypte antique, on commence généralement vers le 5e, 4e millénaire, on va dire vers 4500 avant Jésus-Christ. On est dans ce qu'on appelle les périodes pré-dynastiques, c'est-à-dire avant qu'il y ait une dynastie bien établie avec un roi bien établi, mais ça on y reviendra. Donc c'est vraiment les premières cultures pour lesquelles on a une trace en Égypte ancienne. Et pour la fin, ben, ça dépend un petit peu. Euh, Traditionnellement, on dirait que c'est vers 395 de notre ère, lorsque l'Empire romain va être divisé en deux parties, Orient-Occident, et où l'Égypte va plutôt intégrer ce qu'on appelle la période byzantine. Donc là, on est toujours dans l'Égypte, mais on est dans une autre période, on est dans l'Antiquité tardive. Donc si on devait, je dirais, synthétiser, allez, c'est 5e, 4e millénaire avant Jésus-Christ, 4e siècle de notre ère. D'accord. Bonjour Joris. Donc Joris, c'est justement l'étudiant dont je te parlais avant qu'on commence le live, qui étudie justement aussi, euh, comment dire, qui étudie aussi l'histoire de l'art justement et archéologie, que j'ai reçu sur la chaîne il y a quelques temps. Donc on voit aussi que les anciens Égyptiens ne conceptualisaient pas l'histoire comme nous la voyons aujourd'hui. Ils fonctionnaient par cycles répétés d'un pharaon à l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi fonctionne-t-il ainsi? D'où est-ce que ça vient? Alors en fait, toute la civilisation égyptienne fonctionne par cycles. Il y a des cycles, je dirais, plus courts et des cycles plus longs. Les cycles plus courts, ben, c'est tout simplement le lever du soleil, c'est les saisons, ce genre de choses. Les cycles plus longs, eh bien, ça c'est d'un point de vue plus mythique, puisque le monde a été créé par un dieu créateur, et à un moment donné, le dieu créateur va reprendre ce qu'il a créé, va tout remettre dans son moule et va refaire, peut-être, refaire autre chose. Donc, la mentalité égyptienne fonctionne par cycle. Il faut savoir que le cycle est l'une des manières les plus simples pour l'être humain d'appréhender le temps, de voir qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement, le soleil, les saisons, les étoiles. Et donc les Égyptiens, finalement, se sont basés par cycle, et pour leur système de datation, se sont datés par année de règne de leur pharaon. Donc on est en l'an 4 de tel pharaon, tel mois, tel jour. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et dès qu'on passe à un autre pharaon, eh bien, on revient l'an 1, l'an 2, l'an 3, et ainsi de suite. D'accord, très intéressant. Euh, Justement, pour s'y retrouver, on parle de pharaon, on parle aussi de dynastie. Manéthon a classé, enfin a divisé, on va dire entre guillemets, l'histoire de l'Égypte antique, je vais dire ça grossièrement, en dynasties. Puis les égyptologues ont rassemblé ces dynasties en périodes, les empires et les périodes intermédiaires. Pourquoi avoir fait cela?
Alors, il faut savoir que Manéthon, donc c'est un prêtre égyptien du IVe siècle de notre ère. Il vit à une époque où l'Égypte vient d'être conquise par Alexandre le Grand. L'un de ses généraux, Ptolémée, va monter sur le trône, Ptolémée Ier. Donc, Manéthon va, lui, réaliser une histoire de l'Égypte. Et pour ce faire, Manéthon, puisque c'est un prêtre, il a accès aux bibliothèques des temples et à une série de documents. Et donc, il va compiler vraiment toutes ces sources pour faire une histoire de l'Égypte avant l'arrivée d'Alexandre. Et il va classer cette histoire en dynastie. Ces sources qui sont utilisées, il y a des papyrus, mais qui nous sont définitivement perdus. Mais par contre, il y a des sources qui nous sont toujours connues. Il y a à Karnak un relief qu'on appelle la Chambre des Ancêtres. Il y a d'ailleurs une partie qui est conservée au musée du Louvre, qui est une liste. À un moment donné, un pharaon a décidé de graver sur les parois du temple ses illustres ancêtres. Il s'est basé pour ce faire sur des éléments plus anciens, on appelle notamment la pierre de Palerme. Ce sont des textes, des textes inscrits dans la pierre qui, à un moment donné, ont parlé des grands règnes de Pharaon, des règnes notables. Mais là où c'est problématique, c'est qu'en fait, ces sources sont parcellaires, puisque Manéthon est au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a déjà quand même pas mal de millénaires avant lui. Et surtout, lorsqu'un pharaon fait lister ses ancêtres illustres, il va purger cette liste de tous les règnes qu'il estime être non canoniques. Et donc, on se retrouve parfois avec des listes, et puis on trouve dans les données archéologiques, on trouve un nom de pharaon qu'on ne connaissait pas, parce qu'il n'est pas canonique, il a été expurgé de ses sources. Et donc, Manéthon a réalisé cela. Ça va être ensuite repris par les auteurs grecs et latins, et les égyptologues, par facilité, puisque les premiers égyptologues étudient l'Égypte à travers les sources gréco-romaines, ont conservé cette classification dynastie. Il faut savoir que la subdivision en empire, c'est moderne. Ce n'est pas Manéthon, ce sont les modernes. Ce sont des conventions d'ailleurs qui dépendent de la langue, puisque dans la langue française, on parlera d'empire, mais dans la langue anglaise ou allemande, on parlera plutôt de royaume. Il faut savoir que, sémantiquement parlant, un royaume et un empire, ça ne recouvre pas la même réalité étatique. Aucune des deux ne fonctionne pour l'Égypte, de toute façon. Mais, donc, ce sont des conventions. Et donc, l'égyptologie moderne a subdivisé les empires et des périodes plus complexes qu'on a appelées les périodes intermédiaires. Il faut savoir que quand Manéthon a fait ses dynasties, il les a classées comme étant à peu près des familles. Donc, dans l'esprit de Manéthon, une dynastie, c'est une seule et même famille. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est comme ça qu'il l'a perçu à l'époque. D'accord. Et justement, le fait de purger les pharaons qui n'étaient pas suffisamment, voilà, avait, pouvait créer une faille dans ce système et nous amener justement à découvrir d'autres dynasties, nous, par la suite, qui n'avaient pas été reprises à l'époque. Je pense notamment à la dynastie 0. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est que cette dynastie 0? Alors, Manéthon est parti du principe que la première dynastie débutait par le règne d'un pharaon Ménès. C'est le premier pharaon dans l'esprit de Manéthon. C'est celui qui a unifié l'Égypte. Alors, Ménès, aujourd'hui, on l'identifie à Narmer, dont on connaît une grande palette historique qui est conservée au musée du Caire. Mais il est communément admis aujourd'hui que Narmer, en fait, n'a pas unifié l'Égypte. C'est un roi, certes, qui règne sur une grande partie du territoire égyptien, mais pas complet. Le pays n'est pas complet. Et surtout, on se rend compte que Narmer n'a pas mené une campagne militaire dans le but d'unifier son pays. Donc voilà, c'est des choses pour lesquelles on revient un petit peu aujourd'hui. Et on se rend compte, l'archéologie a livré une série de tombes royales, enfin de tombes, de proto-rois, on va dire. Donc on voit dans l'étude de l'Égypte prédynastique, c'est vraiment un domaine qui a été révolutionné ces 30 dernières années, 20-30 dernières années. On a découvert énormément de choses. On voit qu'on a des proto-États. C'est plus vraiment une chefferie de village, c'est pas encore un État, mais donc il y a une hiérarchisation sociale très très forte autour d'un personnage qui s'arroge des droits
excessivement importants qui commercent parfois aussi loin que la Palestine, qui parfois a des comptoirs commerciaux en Palestine. L'Égypte prédynastique a des installations commerciales en Palestine. Et donc finalement, ben, on a créé cette appellation de dynastie zéro, où on n'est pas encore dans une Égypte unifiée, mais on a vraiment une proto-royauté qui est là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut appeler comme ça. On a finalement tous les fondements de l'iconographie, de ce qui deviendra l'iconographie pharaonique, et donc on a décidé de la nommer dynastie zéro. Ça, c'est par exemple quand on retrouve une nouvelle dynastie. Pour les périodes intermédiaires, on en reparlera plus tard, mais on a un état politique qui est morcelé, et donc on se retrouve parfois embêté à devoir placer une 15e dynastie, une 16e, une 14e, alors que le pays n'est pas unifié. Donc ce sont des dynasties qui ne se succèdent pas, mais qui sont concomitantes. Donc c'est parfois complexe. Et lorsque Manéthon prend des sources qui expurgent des règnes, eh bien, ça expurge par exemple Hatshepsut, Akhenaton, Toutankhamon. Par exemple, Akhenaton et Toutankhamon, qu'on connaît aujourd'hui très très bien, Toutankhamon, qui a quand même une postérité assez phénoménale, ne figure dans aucune des listes officielles des dynasties pharaoniques. Donc finalement, ce sont les égyptologues modernes qui ont dû le réinsérer dans sa dynastie. Donc Manéthon est une base de travail, mais voilà, il faut le compléter et parfois le corriger, puisqu'il nous a parfois indiqué des rois qui ne sont pas dans le bon sens ou dans le bon ordre. Ah oui, je trouve ça vraiment fascinant de se dire que Toutankhamon n'était pas dans la liste officielle à la base, alors qu'on l'a quand même, on l'a mis sur un piédestal et on a énormément de choses autour de lui. Enfin, c'est un nom qui est incontournable aujourd'hui dans tout ce qui concerne l'égyptologie justement et ce que le grand public connaît de l'Égypte antique. Oui, c'est assez fascinant. Akhenaton aussi d'ailleurs, on le connaît assez bien généralement. Et dans ce cas justement, parmi toutes les dynasties qu'il y a, donc il y en a 30, hein, c'est bien ça, si je ne dis pas de 31. bêtises. 31 même, d'accord. Laquelle te plaît le plus? Laquelle t'a le plus marqué? Laquelle préfères-tu? Et pourquoi? Alors moi, j'ai un faible pour la 18e dynastie, qui n'a absolument rien d'objectif, hein, c'est purement subjectif. La 18e dynastie, c'est l'une des périodes pour laquelle on a le plus de traces écrites, le plus de documents. C'est l'un des grands âges d'or de l'Égypte. Il y en a plusieurs, hein, bien sûr. Mais c'est l'époque où l'Égypte est à son expansion territoriale la plus large et où elle va connaître des temps de paix. Et donc, il faut imaginer que l'Égypte de la 18e dynastie, surtout de l'époque d'Amenhotep III, c'est presque Versailles. Voilà, c'est vraiment le rayonnement des arts, de la culture. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'était une période bénie, hein, tout comme pour Versailles, il y a des problèmes sociaux, et là également c'est la même chose. Mais voilà, c'est vraiment une grande période d'art, et c'est aussi une période où il va y avoir énormément de travail sur la religion. Il va y avoir énormément de travail des prêtres, de travail de la royauté, et on peut vraiment percevoir, grâce à la quantité de documentation qu'on a, cette évolution de la religion qui devient de plus en plus solaire, et on voit l'émergence de ce qu'on appelle, à tort, mais ce sont des mots qu'on prend pour qu'on puisse en parler, le développement de la piété populaire, où les gens ont besoin d'avoir accès à une divinité. Donc voilà, moi c'est vraiment la 18e dynastie pour ces raisons-là, mais c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir énormément de sources archéologiques et écrites pour cette période. D'accord. J'en profite pour faire une petite parenthèse, pour vous dire que si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas, et ici Arnaud y répondra avec plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Justement, tu nous as parlé de périodes de troubles. On voit qu'il y a donc les empires, les périodes intermédiaires. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui les caractérise? Alors, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, ce sont des périodes dans lesquelles l'Égypte est unie sous un pouvoir central. Il y a un gouvernement qui gère le pays. Entre l'Ancien Empire et le Moyen, il y a ce qu'on appelle la première période intermédiaire. Entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire, il y a ce qu'on appelle la deuxième période intermédiaire. Il y aura la troisième période intermédiaire. Les périodes intermédiaires, ce sont des périodes dans lesquelles il n'y a pas de gouvernement centralisé. Donc le territoire est morcelé. Il ne faut cependant pas
voir ces périodes intermédiaires comme étant des périodes de décadence, d'anarchie, pas du tout. En fait, lorsque ces terminologies ont été posées, elles l'ont été par des égyptologues qui... Les égyptologues sont le produit de leur propre civilisation et de leur propre temps. Donc c'est parfois très difficile d'être objectif sur une civilisation pour laquelle on ne maîtrise pas les codes. Et donc, certains égyptologues, début XXe siècle, ont inventé cette terminologie de période intermédiaire en regardant les révolutions qui se passaient en Europe. Et donc, des gouvernements stables, légitimes ou pas, la question n'est pas là, qui étaient mis à bas et donc des troubles sociaux. Donc, quand on parle de période intermédiaire, il ne faut surtout pas comparer ça à l'histoire occidentale. Les périodes intermédiaires égyptiennes, il n'y a plus de gouvernement central, donc le pouvoir revient aux locaux, aux autorités locales. Puisque ce sont des périodes où il n'y a plus d'impôts qui partent vers l'État, ça veut dire que les villes se développent beaucoup plus. Ça veut dire qu'on a un art qui est moins canonique, mais qui est plus spontané. C'est différent. Alors effectivement, on peut regarder et se dire, oui, ça paraît un peu moins beau parce qu'il y a des problèmes de proportion, de choses comme ça. C'est un jugement de valeur, c'est différent. Mais donc, les sources archéologiques aujourd'hui nous montrent que on a longtemps dit que la première période intermédiaire, il y avait eu des révolutions sociales, que la deuxième période intermédiaire, il y avait des guerres vis-à-vis d'envahisseurs. Tout ça, ce sont des topoi qui ont été créés par les Égyptiens eux-mêmes pour légitimer le retour à un pouvoir central, mais que la réalité doit quand même être beaucoup plus nuancée. Tout comme, après la troisième période intermédiaire, il y a ce qu'on appelle la basse époque. Eh bien, on garde l'appellation, mais cette appellation est quand même assez péjorative. Et on se rend compte aujourd'hui que pas du tout. C'est une période de grand renouveau artistique, littéraire et religieux. Donc voilà, ce sont des subdivisions artificielles que les Égyptiens n'avaient pas eux-mêmes, hein, mais qui ont été faites par les égyptologues occidentaux modernes, mais surtout en regardant, en comparant ça par rapport à l'histoire européenne. D'accord. Justement, j'allais rebondir sur la basse époque. Donc, tu nous dis que ici, les périodes intermédiaires étaient plutôt des périodes de renouveau, avec un redéploiement des villes important. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait considérer, d'une manière ou d'une autre, que les périodes intermédiaires étaient peut-être plus prospères que les empires ou pas du tout? Non, pas du tout. Il faut savoir que, comme on dit, hein, l'union fait la force. Voilà. Et donc, lorsque l'Égypte est un État centralisé, il a une plus grande puissance politique sur l'échiquier international. Ah oui. Donc, il a plus d'impact au niveau commercial, notamment au niveau conquête. On sait que les grands apports technologiques, ça se fait durant les empires. Lorsque, par exemple, au Nouvel Empire, à la 18e dynastie, Thoutmôsis III part en conquête du Proche-Orient, il va ramener en Égypte notamment la technologie du verre, le verre moulé. Il va ramener cette technologie-là, on va ramener des matériaux. Donc voilà, les périodes intermédiaires ne sont pas moins prospères. On innove peut-être plus au niveau local, mais l'État ne rayonne, la civilisation ne rayonne mieux que quand elle est unifiée vraiment en tant que telle. D'accord. Justement, en parlant donc enfin pour parler d'autre chose, j'emboîte sur l'autre question. Lorsqu'on s'intéresse à l'évolution géopolitique de l'Égypte antique, on se rend compte que la capitale du pays évolue en fonction du pharaon au pouvoir. Pourquoi ce changement? La capitale historique de l'Égypte unifiée, c'est Memphis. Memphis, c'est une ville... En fait, l'Égypte est duel. L'Égypte, elle a toujours été divisée en deux grandes parties. La Basse-Égypte, le nord, le delta, et la Haute-Égypte. Memphis, la ville, a vraiment été fondée à la jonction entre ces deux territoires. Et donc, là, on sent vraiment qu'à la base, c'est une création politique au milieu du territoire. Et donc, c'est la capitale qui permet de rayonner et de diriger vraiment les deux. Lorsqu'au Nouvel Empire, durant la première période intermédiaire, donc l'État n'est plus du tout centralisé, et une famille de dignitaires, de princes thébains, va prendre le pouvoir et donc va déménager une partie de la capitale momentanément à Thèbes.
Au Nouvel Empire, c'est également la même chose. C'est une famille qui vient de Thèbes. Et donc, elle va remettre son empire là. Les Ramsès, on est à la 19e dynastie, vont déménager leur capitale dans le delta. Ils vont fonder une ville qui s'appelle Per-Ramsès ou Pi-Ramsès. Alors pourquoi elle va être fondée dans le delta? Parce que c'est la région dont est originaire la famille ramesside. Et en plus, c'est un moment où l'Égypte doit énormément surveiller ses possessions en Syrie-Palestine par rapport à d'autres empires qui se développent. Et donc la capitale, la capitale politique est déplacée au plus proche de la frontière pour accéder directement aux campagnes. Par contre, Thèbes va rester la capitale religieuse. Donc les capitales, finalement, elles se déplacent en fonction d'intérêts, je dirais, géopolitiques, en fonction de l'endroit d'où provient la famille régnante. Et durant la troisième période intermédiaire et la basse époque, par exemple, on a toutes des dynasties qui sont originaires de villes différentes, et donc la capitale va changer. On va avoir Boubastis, on va avoir Tanis. Voilà, ça va vraiment bouger en fonction de où sont originaires les rois. D'accord. Pour continuer dans cette évolution, quelles ont été les répercussions, les conséquences de l'occupation grecque sur l'Égypte? Est-ce qu'on a vu des changements notables, bons comme mauvais? Quelles ont été les répercussions pour les populations et le pays? Alors, lorsque Alexandre le Grand va conquérir l'Égypte, l'Égypte est sous domination perse. Ça ne se passe pas bien du tout. On a énormément de sources qui nous montrent que les donations au temple sont excessivement basses. Il y a pas mal de révoltes au sein du peuple. Et donc, Alexandre le Grand, alors on dit qu'il a été acclamé comme un libérateur. Ça fait partie du mythe qui va être développé par les Ptolémées après. Mais pour les Égyptiens, c'est une bonne chose qu'il arrive. Lorsque les Macédoniens, puisque ce sont des Grecs de Macédoine, vont arriver en Égypte, que ce soit Alexandre ou ensuite la dynastie des Ptolémées, il va y avoir des changements majeurs. Déjà, Alexandre le Grand va fonder une capitale nouvelle, Alexandrie, puisque Alexandre le Grand veut vraiment que l'Égypte jugule le commerce en Méditerranée orientale. Or, les bras du Nil dans le delta ne permettent pas le passage de gros bateaux, et les ports égyptiens qui existent déjà à front de Méditerranée ne sont pas assez importants. Donc, l'idée est de créer une nouvelle capitale. Mais cette capitale, elle est créée à des fins économiques, pas du tout religieuses. C'est l'une des rares villes égyptiennes qui n'est pas connectée au Nil, ce qui, dans la mentalité égyptienne est assez étrange. Alors, Alexandrie, du nom du fondateur, bien sûr, mais les Égyptiens vont l'appeler Rakotis, ça veut dire le chantier. Pour les Égyptiens, c'est un gros brol, c'est un gros chantier permanent. Donc, il y a déjà ce transfert de la capitale. Il y a l'établissement d'un système administratif à la grecque, avec la définition de police, de kora. Donc, c'est complètement différent de l'Égypte. Il y a l'instauration du système monétaire. Jusqu'ici, à la fin, toute fin de la basse époque, il y avait des pharaons qui frappaient monnaie pour payer des mercenaires grecs, mais le système n'était pas utilisé au sens large dans le pays. Le pays fonctionnait toujours selon un système de troc. Mais donc les Ptolémées vont vraiment amener et imposer le monétaire. Ils vont certes se couler dans le moule pharaonique, ils vont se faire représenter en pharaon dans les temples et des choses comme ça, mais ils vont surtout se faire représenter à la grecque. Ils vont vraiment avoir ce double discours. Le grec va devenir la langue officielle, va devenir l'écriture administrative, juridique, et pendant les premiers Ptolémées, tous les postes de pouvoir sont gérés par des Gréco-Macédoniens. Donc ça va vraiment être un grand changement vis-à-vis du pays, mais ces grands changements, on les perçoit dans les villes, je dirais, de type grec, à Alexandrie, à Nocratis, à Béréniké, mais pas forcément à Thèbes, à Siout, à Hermande, dans les autres villes égyptiennes. Voilà, là c'est quelque chose qu'il faut relativiser quand on parle de l'époque ptolémaïque, on fait vraiment un focus sur Alexandrie, mais Alexandrie n'est pas l'Égypte. Alexandrie, c'est la capitale des Ptolémées. Ailleurs dans le pays, ça se passe différemment.
D'accord, très intéressant. Ici, j'ai une question de Bruno qui met donc bonjour à tous, merci pour ce live. Question peut-être stupide, comment les Égyptiens, donc il n'y a déjà jamais de questions stupides hein, d'abord, ouais, c'est très important de le préciser, comment les Égyptiens étaient mis au courant des dernières nouvelles nationales comme l'avènement d'un nouveau pharaon ou palais? Merci. Alors, il faut savoir que l'Égypte est un pays, on a toujours dit qu'il reposait essentiellement sur son administration, ce qui n'est pas vrai, mais l'Égypte est un pays avec un haut degré administratif. Il y a énormément de scribes, donc ce sont les fonctionnaires, hein. Et donc, il ne faut pas voir l'Égypte comme gérée par Pharaon. Pharaon gère tout, tout le temps, partout. C'est pas vrai. Pharaon, il a son cabinet, il a son vizir, il a son ministre, enfin, je dirais son ministre du Trésor, entre guillemets. On appelle ça le responsable des choses scellées. Il y a celui qui s'occupe de l'armée. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une série de hauts fonctionnaires. Il y a les prêtres également. Mais l'État égyptien s'est toujours appuyé sur les élites locales, puisque ce sont les élites locales qui sont chargées de gérer les grands domaines, de gérer les impôts, de s'assurer que ils prélèvent bien ce qu'il faut, parfois de conduire des expéditions vers l'étranger pour aller chercher des ressources ou des choses comme ça. Et donc, lorsqu'un pharaon décède, eh bien, l'information est transmise par tous ces biais, ces relais administratifs, comme ça tout le monde est au courant. Le temple joue également un grand rôle là-dedans, et donc que ce soit pour l'avènement d'un pharaon, que ce soit pour la naissance d'un enfant royal, que ce soit pour un décès, voilà, c'est vraiment cette transmission de l'information. Alors on peut se douter que si Pharaon décède, on va envoyer un messager à toute vitesse pour que ça aille très très vite, mais il ne faut pas imaginer que dans les 2 heures, tout le pays est au courant. Il y a des endroits où effectivement ils sont au courant bien plus tard. Il ne faut pas non plus regarder le territoire égyptien ancien comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de démographie et il n'y a pas autant de villes. Il y a des grandes zones de vide, et donc on sait dans la géographie égyptienne, il y a une ville qui est là, et puis il y a quelques villages autour, et puis il n'y a pas d'autres villes avant peut-être 25-30 km. Donc voilà, ce sont des grands points qui existent, et donc l'information peut être diffusée plus rapidement, puisque il n'y a pas toute l'étendue du territoire à couvrir. D'accord. Et pour rebondir sur donc l'occupation grecque, lorsque l'Égypte est devenue une province romaine, est-ce qu'il y a aussi eu des changements notables dont tu pourrais nous parler? Alors il faut savoir que vers la fin de son histoire pharaonique, donc avant la conquête d'Alexandre le Grand, l'Égypte elle est vraiment prise dans, je dirais, une internationalisation. Il y a énormément de populations étrangères. Il y a toujours eu des populations étrangères en Égypte, mais vraiment à partir du 6e siècle, il y a des mercenaires grecs, il y a plus de populations levantines, plus de populations libyennes. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension internationale dans le pays qui s'accentue. La conquête d'Alexandre et les Ptolémées vont rajouter une couche, effectivement, puisque les géopolitiques changent. Lorsque l'Égypte va intégrer l'escarcelle romaine, ça va se passer en 2 temps. Il faut savoir que lorsque l'Égypte intègre le monde romain en 30 avant Jésus-Christ, donc lorsque Cléopâtre, la dernière Cléopâtre, et Marc-Antoine meurent et que Octavien prend le pouvoir, l'Égypte intègre la République romaine, mais est gérée directement par Octavien. Elle n'est pas gérée comme l'est la Gaule, par exemple, par le Sénat. Elle est gérée directement par celui qui est à la tête de l'État, et lorsque Octavien va devenir Auguste, premier empereur, ça reste propriété impériale. Alors le grec va toujours rester la langue administrative, c'est la langue de l'Orient, ça, il n'y a pas de souci. Les empereurs vont se couler également dans le moule pharaonique, ils vont, tout comme les Ptolémées, restaurer des temples, refonder des temples. L'Égypte, finalement, va continuer à vivre comme elle vit. Simplement, elle va adorer l'empereur. En plus, mais elle le faisait déjà que Pharaon, donc ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de... Que ce soit... Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que l'Égypte, à l'époque ptolémaïque, va radicalement changer. Le pouvoir change, il y a des choses qui changent, mais les gens continuent à vivre de la même façon, hein.
Rome aussi, alors les modifications, ben, il va y avoir des nouveautés technologiques et ce genre de choses, mais l'Égypte appartient vraiment maintenant à un empire quasi mondial. Je dirais que ce qui va vraiment changer, ben ça c'est dû aux Ptolémées, et les Romains vont entretenir ça, c'est que l'Égypte va vraiment devenir le grenier à blé du pouvoir. Donc les Ptolémées ont transformé l'Égypte en thalassocratie, donc en puissance maritime, en construisant des grands bateaux, en développant l'agriculture céréalière, et les Romains, c'est pour ça que les Romains ont voulu mettre la main sur l'Égypte, hein, c'est pour conquérir le blé notamment, et donc l'Égypte va acquérir ce statut. Mais je dirais que la vie ne va pas diamétralement changer, elle va changer au fil normal des ans, mais on ne va pas bouleverser ce qui se fait, puisque la religion reste la même, les temples restent les mêmes, la monnaie va changer bien évidemment, mais les systèmes globalement restent identiques. D'accord. Bah oui, il y a souvent des questions de blé derrière toutes les, toutes les conquêtes. Euh, Comment faisaient les différentes cultures pour vivre ensemble? Est-ce que tout se passait bien? Est-ce qu'il y avait plutôt des frictions? Est-ce qu'il y a des écrits qui nous parlent justement de ces relations? Alors c'est une question qui est très compliquée à trancher, puisque lorsqu'on a des documents écrits, ce sont des documents qui émanent du pouvoir, et le pouvoir a tout intérêt à montrer que tout se passe bien. Les exemples que j'ai en tête, ils datent de l'époque gréco-romaine. Euh, la ville d'Alexandrie est divisée en quartiers. Il y a le quartier royal, qui aujourd'hui a sombré dans la Méditerranée. C'est le quartier où il y avait la bibliothèque, le muséum, les palais, etc. Il y a un quartier grec, un quartier juif et un quartier égyptien. Je pense que c'est déjà assez symptomatique de se dire qu'il y a des quartiers. Alors effectivement, ces quartiers ne sont pas imperméables, hein, ils ne sont pas gardés par des grandes portes et des gardes. Mais voilà, le fait qu'il y ait des quartiers bien définis, ça pose déjà question. On sait que régulièrement, il y a eu des associations. Les Grecs et les Juifs qui vont s'associer pour aller commettre des échauffourées dans le quartier égyptien, ou les Égyptiens et les Grecs qui vont commettre des échauffourées dans le quartier juif. On en a également des traces, ça je crois que c'est à l'époque romaine, pour l'île d'Éléphantine. On est dans le sud de l'Égypte, près d'Assouan. Et là, ce sont des échauffourées avec les Juifs parce que les Juifs refusent d'adorer Pharaon ou l'empereur. Parce que ils ont un Dieu unique. Et donc, ça pose problème parce qu'il y a ça. Et ça pose problème parce que pour la Pâque juive, on va sacrifier des béliers et que le dieu de l'île d'Éléphantine, c'est le dieu Khnum, que l'on représente sous la forme d'un bélier. Donc voilà, ça crée des tensions. Ça, on sait qu'il y en a. Mais à ma connaissance, on n'a pas non plus d'épuration ethnique ou ce genre de choses, mais des frictions, il y en a. Il y a des choses qui se passent bien, il y a des rencontres entre les cultures, il y a des acculturations, il y a des emprunts, il y a des choses qui sont repensées, assurément, et ça, l'archéologie nous en montre presque tous les jours, mais il ne faut pas non plus succomber à cette utopie d'un monde où tout va bien et où toutes les cultures se mélangent de façon harmonieuse. Il y a des frictions qui se passent de toute façon. Mais oui, très souvent. Ici, j'ai une question de Joris qui met quelles sont les relations diplomatiques de l'Égypte avec d'autres civilisations, Mésopotamie, etc. Alors, en fonction de l'état de l'état de centralisation de ces nations, euh, je vais simplifier en disant relations diplomatiques implique échange diplomatique et donc trace écrite. Et là, pour ça, c'est vis-à-vis du Proche-Orient. Donc, on est essentiellement au Nouvel Empire, où on a découvert en Égypte, sur le site de Tel El Amarna, donc la capitale d'Akhenaton, plusieurs centaines de tablettes cunéiformes, puisque l'écriture cunéiforme, c'est l'écriture diplomatique utilisée pour le Proche-Orient. Et on a la cour égyptienne qui correspond avec des gouverneurs de ville, des petits roitelets ou des grands rois du Proche-Orient. Et donc, on a trace de ces correspondances. Ils s'appellent frères, donc ils se reconnaissent en tant que souverains de toute façon. Et on se rend compte qu'en fait, c'est souvent des sollicitations. Les souverains proche-orientaux demandent de l'or. À l'Égypte, il y a d'ailleurs un courrier qui dit que
L'or en Égypte, il y en a partout, partout, partout. Donc finalement, l'Égypte peut bien donner un petit peu d'or à l'étranger. Il y a aussi des sollicitations pour des mariages. Avoir une princesse égyptienne pour se marier avec, ce que l'Égypte ne fera jamais. L'Égypte n'enverra jamais un prince ou une princesse de sang royal à l'étranger parce que ça permettrait aux étrangers d'avoir un droit sur le trône. La légitimité pharaonique, elle passe par la femme. Et donc, si on envoie une princesse royale, ça veut dire que l'héritier, voilà. Donc là, on ne fera pas. Par contre, les pharaons égyptiens se marient à des princesses orientales. Ça, fréquemment. On se rend compte que d'un point de vue diplomatique, l'Égypte, en fait, on a aussi des sollicitations militaires. Viens m'aider, je suis agressé. L'Égypte, finalement, d'un point de vue militaire, elle intervient quand ça l'arrange. Elle interviendra si ses intérêts sont mis à mal. Ce que l'Égypte vise avant tout, c'est sécuriser ses routes commerciales. L'Égypte a besoin d'une série de produits, le cèdre du Liban, l'encens, le lapis-lazuli, l'argent, voilà, toute une série de choses. Et donc, elle veut avant tout sécuriser. Si une ville du Levant dit j'ai besoin de troupes, je suis assailli, je suis assiégé au secours, et que l'Égypte se rend compte qu'elle n'est pas du tout sur une route commerciale, voilà. Par contre, si les Hittites, par exemple, le grand empire hittite anatolien, est en train de grignoter les possessions égyptiennes au Levant et donc met à mal ses routes commerciales, eh bien là, elle va intervenir. Donc d'un point de vue diplomatique, on a ces échanges-là. On a des échanges, mais pour lesquels on n'a pas de traces écrites, avec le Sud, avec la Nubie, avec le royaume de Kerma, notamment, avec le pays de... donc Kerma, on est au Soudan, avec le pays de Punt, vraisemblablement la corne de l'Afrique ou le sud de la péninsule arabique. On ne sait pas trop, on ne sait même pas si les Égyptiens différenciaient eux-mêmes la chose. Ou l'empire de Méroé, plus ou moins aux environs de Khartoum à l'heure actuelle. On sait qu'il y a des échanges diplomatiques, mais on n'a pas de texte. Parce que ce sont des civilisations qui n'utilisent pas l'écrit. Mais on a des représentations d'expéditions où il y a du commerce qui se fait. Donc voilà, d'un point de vue diplomatique, il y a ça. On sait aussi qu'il y a de la diplomatie avec les îles Égéennes. On n'a pas de texte en tant que tel pour l'époque pharaonique, mais on a des peintures dans des tombes où on a des dignitaires égéens qui viennent apporter ce qu'on appelle des tribus, mais en réalité ce sont des cadeaux diplomatiques. Donc voilà, on sait qu'il y a des contacts qui sont là, mais d'un point de vue diplomatique et textuel, c'est surtout le Proche-Orient. D'accord. Ben, merci pour cette explication. Euh, Pourquoi les pharaons, en tant que tels, en fait, pourquoi les pharaons en tant que tels ont-ils cessé, pardon, d'exister entre guillemets après l'époque romaine? Est-ce que l'occupation romaine a pris le dessus sur la structure politique du pays? Alors en fait, stricto sensu, le dernier pharaon, c'est un Nectanebo, c'est juste avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que jusqu'avant la conquête d'Alexandre, pharaon, Nisut en égyptien, était le seul terme auquel s'identifiait le dirigeant du pays. Alexandre, tous les souverains et les Ptolémées vont s'identifier comme étant des basileus, des rois. Ils ne s'identifient pas. Ce sont avant tout c'est avant tout un basileus, un roi hellénistique. Il se fait identifier comme pharaon d'un point de vue religieux. Donc là, on a une dichotomie, déjà une distinction. Les Romains, les empereurs, vont se faire identifier comme pharaon pour tout le côté religieux, mais là, on est dans quelque chose d'assez schizophrénique, puisque c'est l'empereur de Rome, mais lorsqu'il est en Égypte, il est pharaon. Mais avant tout, c'est l'empereur de Rome. Donc, stricto sensu, il n'y a plus de fin. Généralement, on ne parle plus de pharaon. Et donc, quand on dit que Cléopâtre est la dernière pharaone, ben, en fait, techniquement, non. C'est la dernière reine, mais il n'y avait plus. Le terme, voilà, n'est plus usité d'un point de vue politique. Il est uniquement religieux. Et à partir du moment où Constantin va l'empereur romain Constantin va faire fermer les temples égyptiens et va établir le christianisme comme religion officielle de l'État, ben c'est la fin finalement
du pharaon en tant que tel, ne reste qu'un empereur qui évoluera ensuite jusqu'à Byzance et la suite. Ok. Donc ici, Joris rebondit sur la réponse à la question précédente. Comme la bataille de Kadesh, on a retrouvé de chaque côté égyptien et hittite des écrits notamment hittites en cunéiforme ou encore des représentations iconographiques sur certains temples. Oui, tout à fait. Et donc pour l'anecdote, puisque l'histoire, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc Ramsès II dans ses temples dit qu'il a gagné la guerre contre les Hittites, et dans leur propre texte, les Hittites disent que ce sont eux qui ont gagné la guerre. Et donc ça aboutit au premier traité, au premier véritable traité de paix, de coopération et d'aide en cas d'attaque militaire du monde, et il est reproduit dans le hall des Nations Unies à New York, pour l'anecdote. Voilà, bon à savoir. Est-ce que tu aurais une anecdote un peu, on va dire, insolite, surprenante à nous partager sur l'Égypte antique? Alors, par rapport aux dynasties, il faut savoir que le changement d'une dynastie à une autre, ça peut se faire de façon très pacifique. Un roi n'a pas de descendant, et donc il va nommer successeur l'un de ses proches, un général par exemple, qui va du coup fonder une nouvelle dynastie. Ou bien on a une famille qui prend le pouvoir et c'est une nouvelle dynastie. Mais il faut savoir que lorsqu'on a un pharaon qui règne trop longtemps, ben, tout comme pour Louis XIV, hein, ça peut amener à avoir énormément d'héritiers qui vont se disputer le pouvoir. Et on a le cas par exemple de Ramsès III. Donc Ramsès III a son fils, son successeur légitime qui est désigné, qui gère les armées comme il était de coutume à l'époque des Ramessides. Mais l'une de ses épouses secondaires va fomenter un complot pour mettre sur le trône son fils à elle, qui n'est pas l'héritier légitime direct. Et donc c'est un événement qu'on a appelé la conspiration du harem. Et en fait, on en a conservé, je dirais presque les minutes du procès. Et il faut savoir qu'on s'est rendu compte il y a pas longtemps que ce complot a partiellement réussi, puisque Ramsès III a été assassiné, a été égorgé. Lorsqu'on a analysé sa momie, on s'est rendu compte que toute la trachée a été tranchée, ça a même entamé les vertèbres. Et donc Ramsès III a été assassiné, mais on a arrêté les commanditaires. Son héritier légitime est monté sur le trône et ensuite a fait procès. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que cette succession pourrait se dire, voilà, c'est de père en fils, tout se passe très bien, mais on a des rivalités, bien évidemment, dans des clans. L'apogée, ce sera bien évidemment à l'époque ptolémaïque, où on va avoir des souverains et des reines qui vont faire assassiner leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leur père, et là vraiment à une échelle étatique. Oui, en effet. Et justement, par rapport au complot du harem, ici, comment dire, Nota Bene, je ne sais pas si on le voit en fait, ah non, on ne le voit pas. Ouais, hop, ici, voilà, Nota Bene avait justement sorti un livre avec les complots de l'histoire, on va dire ça comme ça, et il l'évoque dedans, donc c'est comique. Ici, Joris, alors il y a non, je pense qu'on n'entend rien, non, parce que j'entends une voiture qui passe au loin, donc parfois ça résonne dans le micro. Alors, Joris pose une autre question. Comment sont les moyens... ok. Comment sont les moyens de mise en valeur des artefacts archéologiques au musée royal de Marimont? Comment diffuser leur histoire et provoquer l'intérêt du public? Alors, il y a différentes façons pour ce faire. La façon la plus directe, c'est ce qu'on appelle le parcours de référence. Donc, ce sont les collections permanentes. Hein, donc, c'est les assemblages qu'on met en vitrine, sachant que c'est toujours un choix. C'est le choix des équipes du musée, donc du conservateur et de l'équipe de la médiation culturelle, de voir quels sont les objets qui peuvent être le plus parlants, qui sont le plus peut-être parfois insolites. C'est un peu pervers comme mission, puisque finalement, nous autres conservateurs, on a parfois créé un sentiment artificiel de beauté absolue de certains objets. On expose ce qu'on juge beau, alors que l'Égypte a aussi créé des objets que nous considérons comme moins beaux, mais qui ne le sont absolument pas aux yeux d'un Égyptien. Et donc, il y a parfois ce jugement de valeur, donc là, c'est parfois artificiel. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà exposer, les montrer, un objet
muséal est fait pour être montré. Ensuite, on discute en fonction de son état de conservation, autre, mais de le montrer, d'y associer un discours par des étiquettes, par des cartels développés, des panneaux didactiques. Pour le moment, à Marimont, on est en train de refondre complètement toutes les étiquettes du musée et on intègre un nouveau système de cartels développé et dessiné pour expliquer un petit peu ce que sont certains objets phares. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, ce sont les expositions temporaires où, en choisissant une thématique, on met en avant des objets du musée, mais également des objets d'autres musées. On essaye généralement de choisir des objets qui sont conservés en réserve pour les mettre en lumière, pour que le public y ait accès, pour que les objets bénéficient aussi d'une recherche scientifique adéquate. Ensuite, il y a des conférences, il y a des cours, il y a la mise en ligne de la recherche scientifique. Il faut savoir que le musée de Marimont a une page sur le site academia.edu et on met en ligne certains catalogues d'exposition. Les conservateurs ont également leur propre page Academia sur laquelle ils mettent leurs recherches, qui est publiée à Marimont ou en dehors. Donc voilà, c'est toute une série de choses qui servent à promouvoir ça. Il y a les audio-guides qui sont mis en ligne, il y a des petits podcasts vidéo, il y a l'interview qu'on est en train de faire maintenant. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont disponibles et on essaye de toucher des publics les plus différents possibles parce que tout ce qui est numérique, c'est excessivement bien, c'est chouette, on doit l'utiliser absolument, mais ça n'est pas une fin en soi parce qu'il y a énormément de gens qui n'y ont pas accès. Il y a énormément de gens qui sont parfois réfractaires. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Il est aussi important de souvent se mettre à niveau du visiteur. Il y a beaucoup de visiteurs qui ne viennent pas par peur de l'inconnu, par peur de ne pas se sentir à leur place. Et donc, on a souvent fait des expositions, comme en 2022, on a fait une exposition sur l'égyptomanie. Donc, on est parti de la présence de l'Égypte, par exemple, dans les comics, dans les tatouages, dans le cinéma. On a été prendre des choses que les gens connaissaient, on les a amenées au musée et ensuite on a commencé à dialoguer. Ok, par exemple, dans Stargate ou Gods of Egypt, on parle des dieux comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Et donc ça, c'est aussi des médiums, des médias qui peuvent être utilisés pour intéresser à l'Égypte ancienne et montrer qu'il y a différents axes d'approche pour s'y intéresser. C'est vrai que l'aspect pédagogique est ultra important pour attirer le public qui parfois est moins initié justement au sujet. Ici, Bruno pose une autre question. Quel régime alimentaire avaient les Égyptiens, surtout pour tirer ces gros blocs de pierre? Consommaient-ils de l'alcool ou d'autres substances altérant la perception ou la conscience? Alors, le régime alimentaire des Égyptiens dépend avant tout de leur niveau social. La viande est essentiellement réservée aux hautes élites. Faut savoir que 80% de la population égyptienne, ce sont des agriculteurs. Et donc, eux, ils ont un régime alimentaire à base de fruits et légumes, de poissons, très, 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 très peu de viande. La viande, c'est vraiment les élites. Ils boivent de la bière, une bière qu'ils brassent eux-mêmes, qui est, je n'ai plus le degré en tête, mais ce sont des bières assez fortes, que l'on peut agrémenter avec des dattes, du miel ou des choses comme ça. Les élites boivent aussi de la bière, mais peuvent surtout boire du vin. Donc voilà, donc là, il y a une distinction vraiment qui se fait. Par contre, on a retrouvé plusieurs villages de constructeurs de monuments, que ce soit les pyramides du plateau de Gizeh, ou des temples, ou des villes liées à un culte funéraire. On a retrouvé des villages d'artisans. Et lorsqu'on étudie les restes archéologiques, on se rend compte que certains de ces ouvriers pouvaient, à l'occasion, avoir de la viande. Également, pour déplacer des charges lourdes, on a intérêt à avoir un bon apport de protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Mais le cruchon de bière, oui, voilà, il est là. Et les Égyptiens étaient, semble-t-il, assez résistants à leur cruchon de bière. Ça faisait partie de leur salaire. On payait en pain, en bottes d'oignons et en cruchon de bière. Oui. D'accord, déjà des bonnes habitudes pour l'époque. Oui. Ici, tu nous as déjà pas mal parlé de ce qu'il y a à découvrir au Musée Royal de Marimont. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager pour donner envie aux personnes qui nous regardent aujourd'hui d'aller justement découvrir le musée?
Alors, il faut savoir que pour la collection égyptienne, il est important de savoir que la collection, le noyau historique de la collection de Marimont a été rassemblé par un collectionneur privé, Raoul Warroquet, qui a légué ses collections à l'État en 1917 lorsqu'il est décédé pour que ça devienne un musée public. Donc, le noyau historique des objets que nous avons, ils ont été sélectionnés par le collectionneur. Donc, les objets que nous avons ne couvrent pas toutes les périodes historiques égyptiennes. Donc, la collection, elle est présentée dans le parcours de référence selon des thématiques. Le biotope, la religion, les croyances funéraires, la société, voilà. Donc, c'est un moyen aussi d'avoir accès plus facilement, je dirais, à la civilisation égyptienne. On a des objets qui sont uniques au monde, hein. On a un bassin de purification au nom de Den. C'est l'un des souverains de la première dynastie. C'est un objet c'est le plus gros vase en pierre jamais réalisé en Égypte ancienne. On ne savait absolument pas ce que c'était jusqu'à ce qu'on retrouve son petit cousin en Égypte il y a quelques années. C'est un objet qu'on a retrouvé en place et donc ça a permis d'identifier le nôtre. Donc ça, c'est vraiment un objet unique au monde. On a vraiment quelques objets qui sont comme ça. On a une sculpture qui représente une mère et sa fille. C'est un groupe statuaire funéraire. On en connaît 3 au monde. D'habitude, c'est l'homme et sa femme, mais la mère et la fille, c'est assez rare. Voilà, on a une série d'objets comme ça qui sont assez uniques. Et Marimont a énormément de dépôts qui viennent d'autres collections muséales. Donc, on a une momie et un cercueil égyptien qui viennent du musée de Leyde, mais on a aussi des objets qui viennent d'Anvers, du Cursus ou du musée de Louvain-la-Neuve, qui sont des objets qui ne sont pas présentés dans ces musées-là. Donc Marimont, c'est l'occasion de découvrir à la fois la collection égyptienne de Marimont, mais des objets d'autres collections. Ça, c'est pour l'Égypte. Après, il y a bien évidemment toutes les autres collections. Il y a les collections romaines, les collections asiatiques. Et l'Asie, on va énormément en parler cette année, puisqu'on inaugure en septembre une exposition sur Bouddha. Et à cette occasion, on a un site japonisant qui va être réinauguré au musée avec une série de sculptures en bronze qui sont en train d'être réinstallées pour le moment. Oui, bon à savoir justement. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir le musée, être tenu au courant des prochaines expositions, etc., qui verront le jour, je vous ai mis en description le lien vers le site du musée royal de Marimont. Aurais-tu un petit mot pour la fin? Ben, pour rester dans le domaine de la chronologie, alors je ne fais pas, je ne touche rien dessus. Mais si ça vous intéresse, voilà, on est souvent en difficulté lorsqu'on s'intéresse à l'Égypte ancienne. On est souvent en difficulté à quelle source consulter. Alors c'est un ouvrage qui est sorti ici il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle l'Égypte pharaonique, histoire, société, culture, qui a été rédigé par des grands noms de l'égyptologie française. C'est une histoire de l'Égypte divisée par justement empire, période intermédiaire, dynastie, qui est excessivement à jour, notamment pour les périodes prédynastiques et pour les périodes intermédiaires, et ça permet surtout de ce qu'on appelle décoloniser l'Égypte ancienne. Alors c'est un terme dont on parle beaucoup maintenant, décoloniser les choses. Eh bien, pour l'Égypte ancienne, c'est quoi? Je parlais des périodes intermédiaires qui ont été analysées comme étant les grandes périodes de révolution européenne. Décoloniser l'histoire égyptienne, c'est se dire non, non, attention, il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas analyser l'Égypte ancienne à l'aune de l'Europe, on va l'analyser d'après les sources. Et ce livre croise justement toute une série de nouvelles sources textuelles, artistiques, archéologiques, archéobotaniques ou archéozoologiques récentes. Et c'est vraiment une très belle somme d'informations et c'est excessivement accessible à la lecture. D'accord, merci pour le conseil. Voilà. Mais je ne touche rien dessus. Pas de souci. Oui, c'est vrai que justement, on dit souvent qu'en histoire, il ne faut pas regarder ce qu'il s'est passé dans le passé avec nos yeux modernes, parce que justement, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Et donc, ici, j'ai une dernière question de Bruno qui dit « Connaît-on les prénoms les plus communs donnés parmi la population égyptienne ?» Alors, ce qui est assez complexe, c'est que les Égyptiens ne sont pas très à cheval sur les noms, puisque on a énormément d'inscriptions où on parle... J'invente, mais on peut avoir par exemple un individu qui s'appelle Nebnefer, surnommé Idou.
Et donc, dans toute sa tombe, on va l'appeler Idou, alors que son nom, c'est Nebnefer. Donc voilà, on a des choses comme ça. On a pas mal d'Égyptiens qui sont nommés d'après le roi, d'après les noms de rois. On a énormément d'Amenhotep, on a énormément de Ramsès. Alors, pour ne pas se tromper, les égyptologues trichent un petit peu, puisque l'écriture égyptienne ne marque pas les voyelles. On gardera Ramsès pour le roi, mais on pourra trouver Ramessou pour un dignitaire. On a Horus, le nom du dieu. Dans les prénoms, on trouvera Or. Donc là, on triche un petit peu. Mais il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas il y a pas 5 à 10 prénoms qui reviennent régulièrement. Il y a toute une variété qui est faite. On a des noms qui peuvent être calqués sur un dieu. Un nom de Dieu est satisfait, ou celui qui agit bien pour le nom de tel Dieu. On peut avoir Nefertiti, ça veut dire la belle est venue. Voilà, on a pléthore de noms comme ça, mais les Égyptiens jouent beaucoup avec les surnoms. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'un pharaon, le nom qu'on lui donne n'est pas forcément son nom de naissance. C'est un peu comme pour les papes. Mhm. Benoît XVI ne s'appelle pas, il n'est pas né Benoît XVI. Et donc, les pharaons prennent un nom de couronnement. Les Égyptiens peuvent changer de nom en fonction de leur carrière aussi. On peut avoir Idou quand il est né, qui va rentrer au service de Amon, du dieu Amon, et donc va se faire appeler Amenhotep, offrande à Amon. Voilà, les Égyptiens ne sont pas très stricts là-dessus. Oui, sans compter que parfois, selon le pharaon concerné, il peut y avoir un retour en arrière, ou plutôt de la modernité, comme avec Akhenaton ou Toutankhamon, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien, merci Arnaud, j'allais t'appeler Bruno, mais non, c'est lui qui posait la question. Merci Arnaud d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à nos questions, c'était vraiment hyper intéressant. J'espère que vous avez aussi aimé dans le chat le live de ce soir. Hop, ici je repasse voilà, en caméra seule. Donc le nom avait beaucoup moins d'ego qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Récemment, j'ai suivi le MOOC de l'Université de Liège en live, chaque samedi, qui était composé de 10 modules. Et donc, c'était pour apprendre à lire les hiéroglyphes. Je vous ai mis une playlist en description pour revoir l'ensemble des modules, comme je les ai vus moi-même en temps réel. Et une deuxième playlist dans laquelle je reprends chaque module, mais avec les points vraiment essentiels qui ont été vus durant la leçon, ce qui me paraissait le plus essentiel à retenir. Évidemment, il y a plus à voir que ce que je dis moi, c'est vraiment ce qui me paraissait vraiment important. Et donc n'hésitez pas à aller voir l'un et l'autre pour vraiment avoir une vue la plus complète possible. Joris remercie aussi pour le live. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu, si vous aimez l'Égypte antique et si vous souhaitez découvrir davantage de contenu sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt pour